Mon nom est Wilder Consinked, et je ne vous raconte pas ça parce que je veux de la pitié. Je vous le raconte parce que je sais ce que c'est que d'être piégé dans une vie qui semble bien de l'extérieur alors que vous vous brisez silencieusement à l'intérieur. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. J'étais déjà à bout avant même que le train n'arrive. L'heure de pointe à Chicago avait cette chaleur épaisse et suffocante qui collait à la peau et s'infiltrait dans les poumons, le genre de chaleur qui faisait que chaque respiration semblait méritée. La ligne bleue est entrée en gare dans un crissement, et les gens se sont précipités en avant comme de l'eau brisant un barrage. Je suis monté en dernier, équilibrant 2 lourds sacs de course dans une main tandis que l'autre bras entourait fermement Milo. Il avait 3 ans, était épuisé, collant de sueur, son visage rouge et tordu alors qu'il pleurait dans mon épaule. Nova s'accrochait à ma veste, ses petits doigts s'enfonçant dans le tissu alors que les portes se refermaient derrière nous. « Papa » a-t-elle murmuré pour la 4e fois en moins d'1 minute. « Pourquoi on ne peut pas juste prendre la voiture ? Mes jambes me font mal. » Je ne lui ai pas répondu. Je ne pouvais pas, car la vérité était pire que n'importe quelle excuse que je pouvais inventer, et j'étais trop fatigué pour mentir de manière convaincante. J'ai déplacé mon poids alors que le train s'ébranlait. Le métal grinçant contre le métal, l'odeur de frein chaud et de vêtements humides remplissant la voiture. Les gens regardaient, pas ouvertement, mais suffisamment. Les regards rapides, les soupirs, le subtil pas de côté comme si l'épuisement était contagieux. Je n'étais pas pauvre. C'était la cruelle ironie. Je n'étais pas bloqué parce que je ne pouvais pas me permettre une voiture ou parce que j'avais fait des choix imprudents. J'étais là parce que quelque chose qui m'appartenait avait été pris, lentement, poliment, sous le langage propre de la famille, et j'avais laissé faire. Le train a soudainement cahoté, et l'un des sacs de course m'a glissé des doigts. Une femme à côté de moi l'a attrapé avant qu'il ne touche le sol et me l'a rendu avec un sourire compatissant. « On dirait une longue journée », a-t-elle dit doucement. J'ai marmonné un merci, le visage brûlant. Sa gentillesse n'aidait pas. Elle ne faisait qu'aiguiser la honte. Ce n'était pas censé être ma vie. 2 ans plus tôt, mon père s'était tenu dans mon allée, m'avait lancé les clés d'un SUV argenté et avait dit « C'est pour toi et les enfants. Je ne veux jamais que tu sois coincé quelque part de dangereux avec eux. » Il n'avait pas fait de discours. Il n'en avait pas besoin. Le message était clair. C'était une protection. C'était de l'amour traduit en quelque chose de solide. Et maintenant, j'étais dans un train bondé avec mes enfants, comptant les arrêts et priant pour que Milo ne vomisse pas d'épuisement. « Papa » a répété Nova, plus bas cette fois. Cet homme n'arrête pas de nous regarder. J'ai levé les yeux, prêt à offrir un sourire fatigué pour signaler que oui, je savais que nous gênions, que nous étions presque à la maison. Et puis ma poitrine s'est serrée. Wilder. Je connaissais cette voix mieux que la mienne. Mon père se tenait à quelques mètres de là, toujours dans ses bottes de travail, son jean poussiéreux d'un chantier. Sa veste jetée sur une épaule. Ses yeux m'ont balayé en quelques secondes. Les sacs de course. Le visage de Milo strié de larmes pressées contre mon cou. Nova s'accrochant à mon côté. L'épuisement que je ne pouvais plus cacher. « Papa » ai-je dit, et ma voix est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. Il s'est approché alors que le train continuait de vibrer, stable et sans hâte, d'une manière qui rendait tout le reste chaotique en comparaison. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas commenté les enfants ou les sacs. Il m'a regardé comme s'il comptait les pièces, assemblant une image. Puis il a posé la seule question à laquelle je n'avais pas pu échapper. « Pourquoi n'utilises-tu pas la voiture que je t'ai donnée ?» Ce n'était pas accusateur. D'une certaine manière, c'était pire. Ma gorge s'est nouée avant que je puisse l'arrêter. J'ai fixé un poing sur le sol, regardant le flou des chaussures se balancer avec le mouvement du train. Ma femme et sa famille l'ont prise, ai-je dit rapidement, avant de perdre mon courage. Et ils m'ont menacé. Les mots flottaient entre nous, fragiles et laids. Je me suis préparé à la colère, à l'incrédulité, à ce genre de déception qui coupe plus profondément que les cris. Mais mon père n'a pas réagi comme je m'y attendais. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas exigé de détails. Sa mâchoire s'est juste légèrement crispée et ses yeux sont devenus lointains, comme s'il avait déjà 10 pas d'avance. Il a tendu la main, a soulevé Milo de mes bras sans demander. Et d'un coup, mon fils a cessé de pleurer. La tête de Milo est tombée sur l'épaule de mon père, ses sanglots se transformant en hoquets épuisés. La légèreté soudaine dans mes bras m'a presque donné le vertige.
Ne t'inquiète pas, a dit mon père. C'était tout. 2 mots, calme, certain. Pas une promesse faite à la légère. Quel arrêt, a-t-il demandé. Damen, ai-je dit. Mais papa, Nous descendons à Damen, a-t-il répondu, déplaçant déjà les sacs de course dans sa main libre. Le reste du trajet s'est passé dans un flou. Nova le fixait comme si elle essayait de mémoriser ce moment. Sa main toujours serrée dans la mienne. Lorsque nous sommes descendus du train à l'air libre, j'ai réalisé que mes épaules avaient été voûtées pendant des semaines sans que je m'en aperçoive. Le pick-up de mon père était garé un peu plus loin, exactement là où il le garait toujours quand il prenait le train au lieu de conduire dans les embouteillages. Il a attaché Milo dans le rehausseur qu'il gardait à l'arrière, a aidé Nova à monter, puis s'est tourné vers moi. Monte. On doit parler. À l'intérieur du camion, entouré de l'odeur familière de sueur et de café, il a posé une seule question. Depuis combien de temps ça dure? 3 semaines, ai-je dit. J'ai commencé à expliquer, à m'excuser, à essayer de justifier pourquoi je ne l'avais pas appelé plus tôt, pourquoi je n'avais pas insisté davantage. Il m'a arrêté d'un geste de la main. Ce n'est pas normal, a-t-il dit. Rien de ce que tu viens de dire n'est normal. Il a sorti son téléphone et a passé un appel, sa voix stable. J'ai besoin que tu fasses des recherches sur des gens pour moi. Tout ce que tu peux trouver. Quand il a raccroché, il m'a de nouveau regardé. Tu n'as pas échoué, fiston. Mais quoi que ce soit, ça s'arrête là. Alors que nous nous éloignions de la gare, j'ai senti quelque chose changer. L'obscurité n'a pas disparu, mais elle a pris forme. Et une forme signifiait quelque chose que je pouvais enfin affronter. 3 semaines plus tôt, tout avait semblé anodin. C'était le mensonge que je me repassais sans cesse dans la tête, essayant de déterminer le moment exact où il avait cessé d'être vrai. Ça a commencé par un dîner du dimanche à Evanston, chez les parents de ma femme, Holston. Le genre de maison qui avait l'air parfaite de l'extérieur, pelouse manucurée, éclairage doux, meubles choisis pour l'apparence plus que pour le confort. Je me suis dit de me détendre en entrant. Pour les enfants, pour Holston, pour l'illusion de la paix. Cynthia, ma belle-mère, nous a accueillis avec un baiser qui n'a pas tout à fait atterri. Gérald a hoché la tête depuis son fauteuil, les yeux s'élevant et s'abaissant comme si j'étais un détail, pas une personne. Tatum est arrivée en retard, bruyante et radieuse, se plaignant de clients qui ne comprenaient tout simplement pas le luxe. Blair a suivi, froide et impeccable, balayant déjà la pièce du regard comme si elle en évaluait la valeur. Le dîner lui-même était poli d'une manière qui semble répéter. Des questions sur mon travail, mes projets, où je me voyais dans quelques années. Je répondais prudemment, conscient de la notation tacite qui se déroulait à travers la table. Puis le dessert est arrivé, et avec lui, le changement. Tatum s'est penché en avant, tout sourire. J'ai une opportunité incroyable qui se présente, a-t-elle dit. Des clients haut de gamme. Les premières impressions sont essentielles. Elle m'a jeté un regard, puis à Holston. Ce SUV à vous serait parfait, juste pour quelques jours. Mon estomac s'est noué. J'ai commencé à parler, mais Holston m'a serré la main sous la table, un peu trop fort. Bien sûr, a-t-elle dit. La famille est de la famille. Cynthia a souri avec approbation. Gérald a hoché la tête. Blair a offert sa voiture en échange, même si nous savions tous qu'elle ne pouvait pas accueillir 2 sièges auto. Chacun de mes instincts me disait de dire non. Cette voiture n'était pas seulement un moyen de transport. C'était la sécurité. C'était la voix de mon père disant « Ne laisse pas le monde te piéger ». Mais chaque visage à cette table attendait, mesurait. Alors, j'ai donné les clés. Plus tard dans la soirée, alors que je me tenais dans l'allée et regardais Tatum s'éloigner dans ma voiture, j'ai remarqué Holston qui envoyait des SMS rapidement, son pouce bougeant avec une aisance pratiquée. Un instant plus tard, Tatum a crié « Ne t'inquiète pas. J'ai déjà arrangé le stationnement et les trucs d'assurance temporaire. » Je n'avais pas accepté ça. Je n'en avais même pas discuté. C'est à ce moment-là que quelque chose m'a semblé anormal. Je me suis dit que ce ne serait que pour quelques jours. Je me suis dit que c'était ça, le mariage. Mais alors que la maison s'estompait derrière nous, j'ai eu l'étrange sentiment que je venais de signer quelque chose sans lire les petits caractères. La première semaine, je me suis dit que c'était temporaire. J'ai traité ça comme un casse-tête logistique que je pouvais résoudre si je restais assez discipliné.
j'ai tracé les itinéraires de la CTA comme un deuxième travail, mémoriser les heures de correspondance, déterminer quelle ligne de bus était indulgente si on en ratait une d'une minute. Chaque matin commençait plus tôt, chaque soirée se terminait plus tard. Je préparais des collations avec la précision d'un infirmier de terrain, car la faim sur un quai de gare avec des enfants n'était pas quelque chose que je pouvais me permettre. Quand des collègues me demandaient pourquoi j'avais recommencé à prendre les transports en commun, je souriais et disais que la voiture était au garage, en attente d'une pièce. Ça semblait raisonnable. Ça semblait adulte. Ça semblait être quelque chose qui se terminerait bientôt. À la deuxième semaine, le calcul ne fonctionnait plus. La garderie de Millau facturait des frais de retard qui s'accumulaient silencieusement mais agressivement. Un train manqué signifiait un autre bus, une autre marche, une autre excuse. Nova a commencé à boiter à mi-chemin de la gare, son sac à dos glissant sur son épaule alors qu'elle posait des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Pourquoi les parents des autres attendaient-ils dans des voitures? Pourquoi notre chemin du retour était-il toujours plus difficile? Pourquoi étais-je toujours pressé? J'ai manqué un rendez-vous chez le pédiatre parce qu'un train est tombé en panne entre deux stations, les portes verrouillées pendant que le conducteur s'excusait par haut-parleur. Je suis resté là, agrippé à la barre, fixant mon reflet dans la vitre sombre, réalisant à quel point ma patience était devenue mince. La troisième semaine a balayé toute illusion restante. J'étais à l'épicerie près de la gare quand mon téléphone a vibré et qu'une image familière a rempli l'écran. Tatoum et Blair, habillés pour une soirée, souriant sous des lumières chaudées, garés juste derrière elle, indubitablement, mon SUV. L'angle était délibéré. La voiture n'était pas en arrière-plan. Elle faisait partie de la pause. J'ai senti quelque chose sombrer dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec l'épuisement. Ce n'était pas pour le travail. Ce n'était pas une nécessité. C'était un plaisir. J'ai montré la photo à Holston en rentrant, les mains encore froides de la marche. Elle y a à peine jeté un coup d'œil avant que son expression ne se durcisse. Elle m'a dit que je réagissais de manière excessive. Elle m'a dit que j'étais égoïste. Elle m'a dit que je ne comprenais pas comment sa famille fonctionnait, comment les faveurs marchaient, à quel point Tatoum était sous pression. Quand j'ai dit que la voiture était censée assurer la sécurité de nos enfants, pas soutenir l'image de quelqu'un d'autre, elle m'a accusé de transformer tout en confrontation. La conversation s'est terminée comme toutes les autres, avec moi ayant l'impression d'avoir échoué à un test invisible. Cette nuit-là, je lui ai dit que j'avais besoin de récupérer la voiture. Pas éventuellement, pas après une autre présentation. Maintenant. Elle n'a pas discuté. Elle a appelé ses sœurs. Elles sont arrivées rapidement. Trop rapidement, comme si ce n'était pas la première fois qu'elles répétaient le trajet de la porte à notre cuisine. Elles se sont tenues en un demi-cercle lâche, ne bloquant rien et tout à la fois. Elles n'ont pas débattu des faits. Elles ont remis en question mon jugement, mes priorités, ma compréhension de ce que signifiait faire partie de la famille Reed. Elles parlaient calmement, presque gentiment, en expliquant à quel point les choses pourraient devenir difficiles si je continuais à insister. Personne n'a levé la main. Personne n'a crié, mais le message était assez clair pour que ma gorge se noue et que ma voix disparaisse. Quelques jours plus tard, en triant le courrier, j'ai trouvé un avis plié coincé sous une pile de coupons. Une contravention de stationnement. La date correspondait à l'une des nuits sur les photos. La voiture était toujours à mon nom. La responsabilité était toujours mienne, et quelqu'un avait fait de gros efforts pour s'assurer que je ne le vois pas. C'est là que la question a changé. La question n'était plus de savoir combien de temps ils comptaient garder la voiture, mais pourquoi ils en avaient besoin au point de cacher les conséquences. J'ai regardé Holston se déplacer dans la cuisine ce soir-là, son téléphone ne quittant jamais sa main, ses yeux se posant sur l'écran toutes les quelques minutes. J'ai alors réalisé que ce qui allait suivre ne se réglerait pas en demandant gentiment. Le jour où Nova s'est assise sur le béton à l'entrée de la gare et a refusé de se lever, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Elle ne pleurait pas. Elle était juste fatiguée. Je me suis agenouillé à côté d'elle, j'ai vérifié l'heure, j'ai calculé combien de temps de plus nous aurions de retard si je la portais le reste du chemin. Milo commençait déjà à geindre, mon téléphone vibrant avec un autre avertissement de la garderie. J'ai alors compris que ce n'était pas seulement incommode. C'était corrosif. Je payais pour le silence avec le bien-être de mes enfants. Cette nuit-là, après qu'ils se soient endormis, j'ai ouvert un carnet et j'ai tout noté. Les dates, les heures, qui a dit quoi, quand les clés ont changé de main,
chaque message qui se terminait par « bientôt » ou « juste un peu plus longtemps ». J'ai parcouru les réseaux sociaux et j'ai sauvegardé chaque image qui incluait la voiture. J'ai fouillé dans des dossiers de mai que je n'avais pas vérifiés depuis des mois et j'ai trouvé des notifications de péage que je ne me souvenais pas avoir vues. J'avais l'impression de rassembler des preuves pour un procès auquel je n'avais pas accepté de participer. Un deuxième avis est apparu quelques jours plus tard. Celui-ci, enterré plus profondément. Une autre infraction. Lieu différent. Même schéma. J'ai appelé la ville pour confirmer les détails. Ma voix était stable tandis que mes mains tremblaient. L'agente était polie, presque ennuyée, en expliquant la procédure. La voiture était immatriculée à mon nom. La responsabilité était mienne. Quand je me suis connecté au système de l'État pour vérifier le dossier du véhicule, quelque chose clochait. Des paramètres que je ne me souvenais pas avoir changés. Des avis marqués, sans papier, que je savais n'avoir jamais sélectionnés. J'ai appelé le bureau du secrétaire d'État le lendemain matin. La femme au bout du fil a posé une question qui m'a retourné l'estomac. Avais-je récemment demandé un duplicata de titre de propriété ou un changement d'adresse? J'ai dit non immédiatement, trop rapidement. Il y a eu une pause sur la ligne. Elle m'a dit que quelqu'un avait initié une demande. Pas complétée, mais commencée. J'ai raccroché et je me suis assis à la table de la cuisine, revoyant les 3 dernières semaines sous un angle différent. Holston insistant pour s'occuper du courrier. Holston terminant chaque conversation sérieuse avec la même phrase, me disant de ne pas en faire toute une histoire. J'ai finalement compris que ce n'était pas de l'évitement. C'était du contrôle. Ce soir-là, j'ai tout étalé sur la table. Le carnet, les captures d'écran, les avis. Je me suis dit que je parlerais calmement. Je me suis dit que je ne discuterais pas sans témoin ni preuve. En attendant que Holston rentre à la maison, j'ai senti une étrange clarté s'installer en moi. Si elle avait touché au papier, ce ne serait pas une conversation. Ce serait une confrontation. Et ce qui se passerait ensuite déciderait si je restais silencieux par peur ou si je récupérais enfin quelque chose qui n'aurait jamais dû m'être pris en premier lieu. Je ne l'ai pas abordé en douceur. Je n'ai pas tourné autour du pot ni adouci les angles. Au moment où Holston est rentré ce soir-là, les sacs à dos des enfants encore par terre et le carnet ouvert sur la table de la cuisine, j'en avais fini de prétendre que c'était un malentendu. Je lui ai dit clairement que j'avais besoin de récupérer la voiture. Je lui ai dit que ce n'était plus une option. Je lui ai dit que j'avais des preuves qu'elle n'était pas utilisée pour le travail, qu'il y avait des amendes à mon nom, et que l'État avait des dossiers montrant que quelqu'un avait touché au papier. Je lui ai donné une date limite, ce soir. Elle n'a pas répondu à la question, pas une seule fois. Elle m'a dit que j'embarrassais sa famille. Elle a dit que j'avais l'air paranoïaque. Elle a dit que mon père me mettait des idées dans la tête. Chaque phrase déplaçait l'attention de la voiture vers mon ton, mon niveau de stress, ma prétendue incapacité à laisser les choses aller. C'était assez subtil pour que, si je n'avais pas été attentif, j'aurais pu la croire. Que peut-être, il s'agissait vraiment de la façon dont j'agissais, et non de ce qu'on me faisait. Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué son téléphone sur le comptoir, face vers le bas, incliné juste assez pour que l'objectif de la caméra pointe vers moi. Elle n'arrêtait pas de tapoter l'écran sans regarder, me demandant pourquoi je m'énervais autant, me disant de me calmer, me disant que je commençais à lui faire peur. J'ai alors compris ce qu'elle voulait, pas une résolution, une réaction. Si j'élevais la voix, si je perdais le contrôle, elle aurait une preuve. Pas de ce qu'elle avait fait, mais de qui elle pourrait prétendre que j'étais. Quand la sonnette a retenti plus tard, mon estomac s'est noué. Tatum et Blair sont entrées comme si elles avaient été convoquées par instinct. Elles n'ont pas demandé ce qui se passait. Elles le savaient déjà. Elles ont pris position autour de l'îlot de cuisine, assez proche pour se sentir à l'étroit, assez loin pour paraître raisonnable. Tatum m'a souri de cette manière impeccable qu'elle utilisait avec les clients, me disant que je faisais une montagne d'un rien. Que la générosité n'était pas censée être assortie de conditions. Blair a parlé d'argent, du fonctionnement des prêts hypothécaires, de la difficulté pour Holston de tout gérer pendant que j'étais obsédé par une voiture. Holston est restée silencieuse pendant cette partie, m'observant, attendant. Puis elle l'a dit, que si je continuais à insister, elle devrait commencer à se protéger, elle et les enfants, que peut-être je ne devrais pas être celui qui les conduisait en ce moment, que peut-être il y avait des formulaires qu'elle pourrait remplir pour s'assurer que tout le monde était en sécurité.
Tatou m'a demandé calmement si je pensais vraiment qu'un juge verrait les choses à ma façon. Blair a hoché la tête, ajoutant que les personnes avec mon genre d'instabilité n'obtenaient pas toujours le bénéfice du doute. Nova se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant la main de Milo, regardant ses parents se parler comme des étrangers. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de parler. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai dit une chose, d'une voix égale, et je le pensais. Je leur ai dit que je réglerais ça avec des papiers et des preuves, pas en criant. Je suis monté, j'ai emballé ce dont les enfants auraient besoin si nous devions partir, et c'est là que je l'ai trouvé. Une pile de mails imprimés, un projet d'acte de vente, une annonce avec un prix si bas que mon estomac s'est retourné. Ils n'empruntaient pas la voiture. Ils prévoyaient de la vendre. J'ai envoyé un SMS à mon père avant de redescendre. Une seule phrase, j'ai trouvé des papiers pour vendre la voiture. Je n'ai pas annoncé que nous partions. Je n'ai pas discuté à la porte. J'ai pris la main des enfants, attrapé les sacs que j'avais préparés, et je suis sorti pendant que Holston criait derrière moi à propos d'abandon et de conséquences. Mon téléphone est resté dans ma poche, enregistrant chaque mot. Chez mon père, il n'a pas demandé comment je me sentais. Il a demandé ce que j'avais. Nous avons tout étalé sur la table comme des preuves dans une affaire. Les amendes, les notes du DMV, les papiers de vente. Cette nuit-là, le compte joint s'est vidé. Virement, paiement, avance de fonds. Il ne vendait pas seulement la voiture. Il me coupait la capacité de me défendre. Le lendemain matin, la garderie de Milo a appelé pour dire qu'il y avait eu un changement sur la liste des personnes autorisées à le récupérer. L'école de Nova a envoyé un email similaire. Holston fermait des portes avec des formulaires et des signatures pendant que j'essayais encore de respirer. Caton, l'enquêteur en qui mon père avait confiance, a confirmé ce que nous craignions, des dettes, le désespoir. La voiture avait été déplacée. Elle était en vente rapide. Mon téléphone vibrait de messages de Holston, alternant entre supplications et menaces, me disant de revenir signer quelque chose, m'avertissant de ce qui se passerait si je ne le faisais pas. C'est à ce moment-là que mon père a appelé Avery Delgado. Nous ne nous sommes pas précipités. Nous nous sommes préparés. Nous avons aligné la loi, les preuves, et un policier pour se tenir entre la vérité et le chaos. À la tombée de la nuit, le plan était établi. Le matin, je retournerai à la maison que j'avais quittée, pas seul, pas effrayé, et je poserai une seule question. Où sont les clés? La maison avait la même apparence depuis le trottoir. Même étayée, même rue calme, même fenêtre reflétant un matin pâle de Chicago qui semblait trop calme pour ce que je portais dans ma poitrine. Je me tenais sur les marches de l'entrée avec mon père d'un côté, Avery Delgado de l'autre, et l'agent Rourke un demi-pas derrière nous. Je me suis dit 3 choses avant que la porte ne s'ouvre. Ne pas discuter. Ne pas réagir. Dire seulement ce qui peut être prouvé. L'agent Rourke nous a rappelé pourquoi il était là, sa voix stable et procédurale. Présence civile, pas de drame, pas d'escalade. Avery s'est penché plus près et a parlé à voix basse, précise. Les enfants d'abord, les documents ensuite, la voiture en dernier. Tout le reste n'est que du bruit. Holston a ouvert la porte. Le changement sur son visage a été immédiat. Surprise, puis calcul. Elle a regardé au-delà de moi, vers le badge, vers la mallette d'Avery, et ses épaules se sont redressées comme si elle avait répété cette scène. Elle a dit mon nom comme un avertissement et a dit à l'agent Rourke qu'elle ne se sentait pas en sécurité, que j'avais amené des gens pour l'intimider. Elle a dit que mon père m'avait manipulé. Elle a dit que j'étais instable. Je l'ai regardé parler et j'ai senti une étrange clarté s'installer en moi. Ce n'était pas de la panique. C'était une performance. Je suis entré et j'ai vu qu'elle n'avait pas été seule. Tatum est sorti de la cuisine, une tasse de café à la main, parlant déjà de limite. Blair a suivi depuis le salon, les bras croisés, les yeux vifs. Leurs parents étaient là aussi. Cynthia planant près du couloir, Gérald planté dans un fauteuil comme un juge attendant un témoignage. Ils n'avaient pas été pris au dépourvu. Ils attendaient. Avery s'est présentée calmement et a énoncé exactement pourquoi nous étions là. Elle me représentait. Nous étions là pour récupérer un bien immatriculé à mon nom, rassembler les affaires essentielles de mes enfants et établir des limites de contact pour l'avenir. Elle a posé des copies du titre de propriété du véhicule sur la table, ainsi que les avis. Les documents de vente imprimés, la chronologie.
Le papier faisait un son différent en heurtant le comptoir. Plus lourd, final. Je n'ai pas discuté avec Holston quand elle a essayé de détourner la conversation. Je n'ai pas expliqué mes sentiments. Je l'ai regardée et j'ai posé une seule question. Où sont les clés? Elle a dit que nous devions d'abord parler. Elle a dit que ce n'était pas la façon de faire les choses. J'ai répété la question. Elle m'a dit qu'elle avait déjà parlé à l'école et à la garderie. Elle a dit que des changements avaient été faits. Elle a laissé entendre que je ne pourrais pas simplement prendre les enfants quand je le voulais. Avery a demandé des documents. Holston n'en avait pas. Avery l'a averti que s'ingérer dans l'accès sans une ordonnance pouvait être considéré comme coercitif. J'ai vu la lueur de peur, puis rapidement enfouie. Avery a ensuite exposé les relevés bancaires, les virements, les retraits, le schéma qui expliquait pourquoi le prix de vente était si bas et pourquoi le timing était si urgent. Holston a nié, puis a transformé cela en une attaque contre mes revenus, ma contribution. Avery l'a corrigé doucement mais fermement. Il ne s'agissait pas de savoir qui gagnait le plus. Il s'agissait de dissimulation et d'intention. Mon téléphone a vibré. Le nom de Caton a éclairé l'écran. La voiture avait été déplacée. Elle était dans un dépôt-vente à Evanston. Un acheteur devait la voir avant midi. Avery a dit clairement que le transfert du véhicule sans mon consentement entraînerait de graves conséquences. L'ambiance dans la pièce a changé. Les voix se sont superposées. Cynthia a essayé de parler de famille. Tatum m'a accusé de trahison. Blair s'est moqué de la loyauté. J'ai attendu que ça s'éteigne et j'ai posé la question une dernière fois. Où sont les clés? Holston m'a fixé. Pendant un instant, j'ai vu le calcul s'épuiser. Elle a fouillé dans son sac et les a laissés tomber sur la table. Le son était faible, mais il a tranché à travers tout. Métal sur bois. Fin de la discussion. Nous ne nous sommes pas attardés. L'agent Rourke a regardé pendant que je rassemblais les affaires des enfants. Vêtements, documents, les preuves de leur vie qui comptaient. Nova tenait ma main. Milo s'est appuyé contre la poitrine de mon père. En sortant, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Holston, oscillant sauvagement entre excuses et avertissements. Je ne l'ai pas lu. Je n'en avais pas besoin. Les 24 heures suivantes se sont déroulées plus rapidement que les semaines précédentes combinées. Avery a tout déposé. Requête d'urgence, ordonnance temporaire, ligne claire. J'ai signé là où elle me disait de signer et n'ai posé de questions que lorsque quelque chose n'était pas clair. La banque a gelé le compte joint. J'en ai ouvert un nouveau à mon nom. Mon salaire avait enfin un endroit sur où atterrir. Holston a essayé une nouvelle approche. Des messages prétendant que j'avais abandonné le domicile. Des suggestions que je n'allais pas bien. Avery s'y était préparé. Nous avions le rapport de l'agent Rourke. Les dossiers, la chronologie, les faits ont parlé. Caton a découvert plus que ce que nous avions besoin de savoir. Du crédit ouvert à mon nom que je n'avais pas autorisé. Des demandes qui expliquaient la précipitation. La peur n'était pas de perdre la voiture. C'était d'être exposé. Avery leur a donné un choix. Régler l'affaire à l'amiable ou inviter un examen plus approfondi. Ils ont choisi la voie la plus silencieuse. L'école a mis à jour ses dossiers. La garderie a fait de même. Les récupérations sont redevenues routinières. Le dîner avait lieu à la même heure chaque soir. Les histoires du soir se terminaient sans que des voix fortes ne résonnent dans le couloir. Nova a cessé de demander pourquoi nous ne pouvions pas prendre la voiture. Milo a cessé de sursauter à une tension qu'il ne pouvait nommer. L'audience préliminaire a été brève. Le juge a posé des questions sur la stabilité, les schémas, la documentation. J'ai répondu avec des dates, des reçus, des dossiers, pas de colère, pas d'accusation. L'ordonnance a favorisé la cohérence. Les enfants sont restés avec moi. Des mois plus tard, le SUV était là où il aurait toujours dû être. Je conduisais à travers la ville avec les fenêtres entr'ouvertes, la lumière de fin d'après-midi se déversant sur le tableau de bord. Nova parlait de l'école. Milo chantait des chansons absurdes depuis son siège auto. Je me suis garé dans l'allée de mon père pour le dîner. Pas parce que je le devais, mais parce que ça me semblait juste. Je garde les clés dans ma poche maintenant. Pas par peur, par souvenir. Un rappel que je ne cède le contrôle de ma vie à personne qui le demande au nom de l'amour. J'ai rejoué ce moment dans le train 1000 fois.
Non pas que j'apprécie la douleur, mais parce que c'était la première fois que je voyais ma vie sans filtre. J'étais là, coincé entre des étrangers et la lumière fluorescente, essayant de maintenir mes enfants ensemble alors que ma propre dignité me glissait entre les doigts. Et ce qui me frappe maintenant, ce n'est pas seulement l'épuisement ou l'embarras. C'est le fait que je croyais vraiment le mériter. Is way better. I also didn't say that. There was. Oh fuck! I did say that. I just did say that right now. Fuck. Oh fuck. That's a bit. Can't prove you didn't say it. Do you want me to? Oh, the baby zombie's out. I can fuck your mama. I thought it was gonna be another one of the one vein mines. You want me to fill this? Don't fuck my mama. Dark, don't piss me off. You do. Say goodbye, because I would be the fucking of your mama. I wonder if this is the one you found. Doug is a DILF now? Hell yeah. Doug? Wait. I will drink. Oh man, I lost my fucking gold. Please feast on Duck. Don't eat me. I'm just trying to live my life. I heard duck tastes like chicken. Or what came first, the duck or the chicken? Hey, glasses. Turn this person hella gay and horny. Oh, you know what? I'm gonna make it. What? Oh, nothing. Glasses. Because I don't have a computer. I don't have that much money. Turn these guys super gay and horny. See, computer just costs more money, so I can't. Gay and horny. I said that to one of my bosses the other day. I said, computer, make this person super gay and horny. And he's like, what? Like, you wouldn't understand. I promise nothing will happen. You sound very convincing. I might have to head over there. I told someone I'd split. Oh,
Oh fuck, I need to stop reading chat when I know I'm not safe. Especially now. Fucking hell, bro. There's actually no way I'm escaping this. No fucking way.